Nous allons maintenant entendre le docteur Athénaïs Boukli qui va nous expliquer d'abord comment les médecins utilisent le score de risque dans leur décision de traitement. C'est logique en fait d'entendre Athénaïs avant d'entendre ce que le professeur Simon va nous dire, parce que ça va aider à comprendre la suite. Athénaïs est venue de Londres pour l'occasion, donc Pas que des Parisiens. Je suis quand même la Parisienne de l'étape. Merci de m'avoir invitée, Mélanie. Merci à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je travaille dans le centre de référence là, avec Marc Imbert et Olivier Sidon. Je suis actuellement en mobilité à Londres pour 2 ans et en septembre je serai de retour à la maison à Bicêtre. Donc je commence mon topo par mes liens d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt avec plusieurs compagnies pharmaceutiques. Et donc on va parler aujourd'hui un peu d'algorithme thérapeutique et comment l'évaluation du risque, comment l'évaluation de la sévérité a sa place au sein de cet algorithme thérapeutique. Donc cet algorithme thérapeutique, il est en anglais, mais on va voir un peu, on va le voir, je vais le détailler progressivement. C'est l'algorithme thérapeutique qui a été proposé lors des dernières recommandations internationales, donc, dont le premier auteur était Marc Imbert. Et cet algorithme thérapeutique, il est proposé pour les patients qui sont atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, donc que le groupe 1. C'est pas valable pour toutes les formes d'hypertension pulmonaire. Et dans les recommandations, il est précisé que cet algorithme, il est utilisé et recommandé pour les patients qui n'ont pas d'autres maladies associées, type insuffisance cardiaque associée, obésité, diabète, hypertension. Mais je vais vous présenter, parce qu'en pratique, on l'utilise même quand on a quelques maladies associées, type hypertension ou diabète. Donc, il faut savoir que dans cet algorithme, il y a deux... C'est dommage, j'ai pas de pointeur. Est-ce que vous voyez ? Ouais. Donc, il y a deux rectangles bleus, le risque ici et le risque ici. Donc, ça montre bien que l'évaluation du risque, elle est importante à différentes étapes de l'algorithme thérapeutique. Au moment du diagnostic, quand on fait le diagnostic de l'hypertension pulmonaire, on va avoir besoin d'évaluer le risque. En pratique, c'est l'évaluation de la sévérité de la maladie. Et on va également avoir besoin de le réévaluer régulièrement au cours du suivi, à chaque visite de réévaluation. Quand vous voyez le médecin, nous, on va se poser la question pour savoir si cette sévérité, elle a évolué ou pas. Donc, au diagnostic, on utilise cette table qui est un petit peu compliquée, mais je vais essayer de la simplifier. Dans la première colonne, il y a un certain nombre de variables qui nous intéressent, nous médecins, et qu'on va évaluer. Et parmi ces variables, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Notamment la classe fonctionnelle NYHA, vous avez peut-être déjà entendu ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est le terme qu'on emploie pour dire qu'on va évaluer l'essoufflement du patient et sa limitation à l'exercice. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions. Vous avez déjà dû entendre en consultation quand on vous demande est-ce que vous êtes essoufflé quand vous marchez, quand vous montez les escaliers, est-ce que vous devez vous arrêter quand vous marchez avec votre conjoint ou avec quelqu'un. C'est ce type de questions qu'on va vous poser lors d'un entretien pour évaluer votre essoufflement. Donc ça, c'est vraiment une variable qui est très importante pour nous médecins et c'est ça qu'on va vous poser à chaque entretien, que ce soit en consultation ou lors d'une hospitalisation. Un deuxième paramètre très important, c'est la distance parcourue au test de marche de 6 minutes. Donc la plupart d'entre vous, vous avez déjà probablement réalisé ce test où on vous fait marcher dans un couloir, on fait des allers-retours pendant 6 minutes et on mesure quelle distance vous avez parcourue. En fonction de la distance parcourue, ça nous donne des éléments pour savoir si vous êtes dans ce qu'on appelle la normale, c'est-à-dire qu'on peut être rassuré par rapport à la distance que vous avez parcourue, ou au contraire, si ça montre, c'est un argument pour nous de dire « Ah il n'a marché que tant de mètres », ça signifie qu'il y a un vrai impact dans sa vie quotidienne. L'hypertension pulmonaire va compliquer un peu les choses et donc on voit bien qu'au bout de 300 mètres, le patient est obligé de s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment une variable importante pour nous. Autre variable qu'on évalue de manière systématique au moment du diagnostic, on vous fait une prise de sang pour mesurer ce qu'on appelle un biomarqueur. Donc c'est un élément biologique qu'on va mesurer dans le sang, le BNP ou le NT-proBNP. La plupart d'entre vous, vous avez déjà dû entendre parler de ça. Et là encore, le taux qu'on va mesurer va nous donner des éléments pour évaluer la sévérité de la maladie. Et enfin, en rouge, j'ai également marqué hémodynamique. Par hémodynamique, j'entends cathétérisme cardiaque droit,
Comme vous le savez, cet examen il est indispensable pour porter le diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Et en fonction de ce qu'on va mesurer au cathétérisme cardiaque droit, on va évaluer la sévérité, on va mesurer un certain nombre de paramètres. Je vais les lister comme ça, la pression de l'oreillette droite, les résistances vasculaires pulmonaires, on va les mesurer, le débit cardiaque. Et parmi ces paramètres, il y en a certains qui sont plus importants que d'autres pour évaluer la sévérité. Et parmi eux, la pression de l'oreillette droite ou le débit cardiaque sont des paramètres très importants pour nous. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, on va déterminer un risque global, une sévérité initiale, et la grande question qu'on va se poser, nous, c'est le patient que j'ai en face de moi, est-il sévère, oui ou non? Et par sévère, en fait, on va regarder les variables qui sont dans la dernière colonne, qui correspondent aux patients les plus sévères. Pourquoi c'est important de déterminer cette sévérité initiale? Parce que les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire qui est considérée comme sévère, ça va nous permettre d'adapter le traitement et d'emblée de donner un traitement qu'on considère comme très efficace, qui s'appelle la trithérapie. Donc la trithérapie, comme vous le savez, elle associe 2 médicaments qu'on va administrer par voie orale, donc des comprimés, et un 3e médicament qui va être administré soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée. Et donc la vraie question au moment du diagnostic, c'est quelle est la sévérité de mon patient? Est-il sévère? Est-il à risque élevé? Si oui, on initie une trithérapie. Sinon, pour la plupart des patients, ça sera une bithérapie qui sera initiée. Donc ça, c'est vraiment la première question qu'on se pose. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on parle de sévérité initiale, ça ne veut pas dire que c'est foutu pour la suite. C'est pas parce que le patient est considéré comme grave au départ qu'il va le rester tout le temps. Le plus important, c'est de voir comment il va réagir au traitement qu'on va initier. On peut être grave ou sévère au moment du diagnostic, on initie une trithérapie, et le but justement, c'est que le patient s'améliore. Donc il ne faut pas considérer que c'est gravé dans le marbre, et parce qu'à un moment donné, on a dit qu'il y avait des critères de sévérité, qu'il ne faut paniquer, ce n'est pas le cas. C'est juste pour nous, docteurs, pour administrer la meilleure stratégie thérapeutique, administrer le traitement adapté à la sévérité de la maladie. Et enfin, au cours du suivi, on va également réévaluer la maladie et savoir comment ça évolue. Et pour nous, il y a 3 paramètres qui sont plus importants que d'autres. On a parlé tout à l'heure de la discussion qu'on va avoir avec le patient pour évaluer la classe fonctionnelle, c'est-à-dire l'essoufflement, le fait d'être limité à l'exercice, premier paramètre. Deuxième paramètre, la distance qu'on parcourt au test de marche de 6 minutes. Et troisième paramètre, là encore, la prise de sang avec le dosage du BNP ou du NT-proBNP. Et ça, ces 3 paramètres-là, ils sont indispensables à chaque réévaluation en consultation, en hôpital de jour. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum, ce sont ces 3 paramètres-là. Et en plus, si on regarde ce qu'il est indiqué dans les guidelines, ces recommandations nous disent, en plus de ces 3 paramètres-là, on peut également prendre en compte d'autres variables, notamment des variables hémodynamiques. Et je voulais juste vous dire que la grande question pour nous, docteurs, et surtout pour vous, patients, parce que c'est vous que ça concerne, c'est quand est-ce qu'on doit faire un cathétérisme cardiaque droit de réévaluation? On sait que c'est un examen qui n'est pas très agréable pour vous, on sait que c'est un examen qui est important pour nous, docteurs, parce que ça nous donne des informations, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a récemment réussi à déterminer qui sont les patients qui doivent être évalués au cours du suivi par cathétérisme cardiaque droit. Et la réponse, c'est les patients qui sont à risque intermédiaire. Quand on classifie les patients au cours du suivi, on détermine 4 groupes de risques, soit risque faible, c'est-à-dire que tout va bien. Et si tout va bien, c'est une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de faire de réévaluation par cathétérisme cardiaque droit. Chez les autres patients, il faut savoir que le cathétérisme cardiaque droit va nous aider à affiner un peu la sévérité de la maladie pour pouvoir adapter au mieux le traitement au cours du suivi. Et puis pour les patients qui sont à risque, qui sont sévères en fait, le cathétérisme cardiaque droit il va surtout être utile, non pas pour considérer que la maladie elle est sévère, mais plutôt comme base, parce que probablement que si le patient est dans la colonne rouge, risque sévère, maladie sévère, on va vouloir avoir envie de renforcer le traitement. Et donc quand on change les traitements, nous docteurs, on aime bien avoir un cathétérisme cardiaque droit de base pour pouvoir faire après une réévaluation au cours du suivi. Donc finalement, si on revient sur notre algorithme thérapeutique,
Au moment du diagnostic, la stratification du risque, l'évaluation de la sévérité, elle est utile pour séparer les patients en deux groupes. Soit les patients qui ont une maladie qui est sévère, et chez ces patients, on va initier 3 traitements d'emblée, alors que chez les autres, on peut initier que des traitements par voie orale en première intention. Et puis ensuite, au cours du suivi, donc 4 à 6 mois après le diagnostic, on va réévaluer les patients, puis après, au moins une fois par an, on va se reposer la question, comment a évolué la maladie? Et là, on a besoin de, au minimum, les 3 variables dont on a parlé, la discussion avec le docteur, le test de marche de 6 minutes, et puis la prise de sang pour évaluer le BNP ou le NT-proBNP. Et en fait, la question qui se pose au cours du suivi, c'est est-ce que je laisse le traitement tel quel, ou est-ce que je vais renforcer le traitement, c'est-à-dire ajouter un traitement si on n'est pas déjà au traitement médical maximal? C'est-à-dire qu'un patient qui a 1 ou 2 traitements au cours du suivi et qui n'est pas considéré à risque faible, eh ben on va proposer de rajouter une thérapie en plus. Et donc c'est vraiment ça la question qu'on se pose, c'est comme ça qu'on utilise la stratification du risque, nous au quotidien, pour essayer d'adapter au mieux les traitements pour nos patients. Donc j'en ai fini, c'était très court, mais j'espère avoir essayé de simplifier un peu J'ai tout de suite une question, mais qui m'est venue de la salle. Donc quelqu'un m'a dit, mais une personne qui arrive ici pour la première fois, BNP, pro-BNP, est-ce que ça lui parle? Ma réponse spontanée, ça a été, les malades savent qu'on leur fait cette prise de sang et on leur en parle. Est-ce que ça vous parle, vous, dans le public, ce que c'est que BNP, pro-BNP? Alors Athénaïs, pourquoi est-ce qu'on fait ce dosage? Alors ce dosage, en fait, c'est pas spécifique de l'hypertension pulmonaire, c'est quelque chose qu'on va doser dans le sang. C'est une prise de sang et c'est un biomarqueur, c'est un marqueur biologique en fait, qui va être le témoin du fait que le cœur, il souffre un peu en fait. Mais il peut souffrir dans le cadre d'une hypertension pulmonaire, mais également dans le cadre d'autres maladies cardiaques. Donc c'est pas du tout spécifique de l'hypertension artérielle pulmonaire ou de l'hypertension pulmonaire en général. Dans d'autres maladies cardiaques, comme l'insuffisance cardiaque gauche, on a ce BNP qui va augmenter. C'est juste un marqueur de souffrance du cœur. J'ai cru comprendre que c'était un paramètre qui pouvait bouger assez rapidement dans un sens ou dans l'autre. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors, on s'inquiète quand il est élevé, mais c'est un marqueur qui va évoluer effectivement très rapidement. Nous, on s'en sert également quand les patients sont hospitalisés. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être hospitalisé parce que vous aviez beaucoup d'œdème. Ça, c'est toujours une conséquence de l'insuffisance cardiaque. Et une façon de monitorer ça, de surveiller l'évolution, outre le fait de regarder s'il y a toujours des œdèmes ou de peser le patient, ça peut être de monitorer ce taux de BNP. Si le taux de BNP augmente, ça montre que le cœur il est toujours en souffrance, alors que si le taux baisse, ça veut dire que ça va mieux. Donc c'est une façon de monitorer un peu l'évolution. Donc à la fois lors d'une phase aiguë, c'est-à-dire au moment d'une hospitalisation, parce que le cœur il est fatigué et qu'on a plein d'œdème, et ça se traduit également au niveau, ça peut se traduire au niveau cardiaque complètement. Ou alors au cours du suivi, on peut faire une évaluation 2 fois par an. Ça nous permet de monitorer le patient. Alors, toujours pour continuer sur le BNP, je sais qu'en fait, notamment sur les réseaux ou même dans des discussions comme ça, les malades peuvent se dire tiens, oui, tu as un BNP à combien, etc. Moi, j'ai un BNP qui est vachement élevé. J'ai lu cette semaine, moi, il est vachement élevé. Il est à 280, puis je me suis dit, mince, moi, il était beaucoup plus élevé. Alors, est-ce qu'on peut se comparer d'une personne à l'autre et soi-même dans une situation par rapport à une autre? En général, c'est pas une bonne idée de se comparer par rapport aux autres. Ce qui est plus intéressant pour un patient donné, c'est de savoir son taux de base et voir dans quel sens ça évolue. Est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien? De toute façon, si vous avez des questions, le plus simple, c'est de demander à votre médecin référent, lui envoyer un petit mail ou un petit coup de fil. C'est quand même le plus simple. Il ne faut pas se comparer aux autres parce que c'est jamais une bonne idée. Et puis ça ne va pas vous apporter des réponses vraiment médicales adaptées à votre cas de figure. Il y a des patients qui vont conserver toujours un BNP un petit peu élevé, qui ne reviendront jamais à la normale, mais parce que c'est leur état de base, parce que, par exemple, pour certains patients, vous savez que les diurétiques qu'on vous administre, le but, c'est de faire pisser, et notamment tous les œdèmes qu'on a en trop, et donc ça fait baisser le BNP de manière très simple.
Il y a des patients, parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont une vie active, ne peuvent pas prendre le dosage optimal de diurétique qu'on aimerait qu'ils prennent, mais parce que c'est pas possible d'être à côté des toilettes en permanence. Et donc chez certains patients, on peut tolérer d'avoir quelques œdèmes et donc un BNP qui est un petit peu plus haut que ce qu'on aimerait avoir. Donc il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que ce patient il a un BNP un peu plus élevé au moment où on le dose, notamment nous ça nous arrive en consultation, on voit des patients, ils ont fait 4 heures de route pour venir nous voir, et dans l'ambulance ils n'avaient pas envie d'être bloqués parce qu'ils avaient besoin d'aller aux toilettes, et donc le matin de la consultation, ils n'ont pas pris leur diurétique, et donc au moment où nous on fait la prise de sang, le BNP est un peu élevé. Mais forcément, on va discuter avec le patient et on va se rendre compte que oui, il y avait une contrainte ce jour-là, que le BNP est un peu élevé, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bien. Ce patient peut marcher 600 mètres au test de marche, c'est-à-dire même beaucoup mieux que nous, docteurs. Donc c'est pas forcément ça le problème. Donc il faut vraiment aussi remettre dans le contexte et il faut arrêter de se comparer les uns par rapport aux autres. J'ai un peu trusté les questions, mais il y a sûrement des questions dans la salle. Bonjour, donc moi c'était juste pour savoir si on peut gérer l'évolution des pro-BNP avec l'alimentation. Alors oui, il y a un lien énorme entre l'alimentation et le BNP. En fait, le BNP, ça correspond à la rétention. C'est un marqueur de la rétention d'eau qu'on a dans l'organisme. Donc rétention d'eau... pardon, vous m'entendez ? La rétention d'eau, ça va forcément avoir un gros lien avec l'administration, la prise de sel. Quand un patient qui mange salé, forcément, il va faire un peu plus de rétention d'eau que quelqu'un qui est complètement sans sel. Donc c'est sûr que si on a un régime sans sel ou pauvre en sel, parce qu'on ne peut pas faire du sans sel strict, mais en tout cas, si on baisse l'apport en sel, ça va aider notamment sur les œdèmes périphériques et également sur le BNP. Le BNP, ça va être un reflet de toute cette congestion. La congestion, c'est le fait d'avoir ce trop-plein d'eau dans le corps et qu'on voit facilement au niveau des chevilles les œdèmes, mais c'est la contrainte est le même sur le cœur, si vous voulez. Donc, en adaptant son alimentation et en diminuant l'apport en sel, on va améliorer ça, bien sûr. D'accord, merci. Bonjour, personnellement, je voulais vous poser comme question, tout à l'heure, vous avez parlé qu'on pouvait mettre les patients sous thérapie, et vous avez parlé que la troisième thérapie en voie veineuse ou sous-cutanée. Pourquoi vous ne parlez pas de la trithérapie orale ? Parce qu'au diagnostic, la trithérapie orale n'est pas recommandée, ça ne fait pas partie des options thérapeutiques. Donc au moment du diagnostic, un patient qui est sévère, il n'y a pas 36 options thérapeutiques, c'est trithérapie, soit incluant une prostacycline par voie intraveineuse, soit une prostacycline par voie sous-cutanée. C'est ça qui est recommandé actuellement. Les trithérapies orales, elles interviennent au cours du suivi chez les patients qui sont pas suffisamment améliorés, mais qui ne sont pas suffisamment graves pour avoir la voie intraveineuse. C'est les patients qui sont ici, c'est-à-dire qui sont à risque intermédiaire faible, donc qui sont quand même pas très graves au cours du suivi, mais qui ne sont pas améliorés de manière optimale. Pour rebondir sur cette question, alors, j'interprète un peu, mais est-ce que ça veut dire que si on est déjà très grave au diagnostic, ce serait faire perdre une chance à un malade que de ne pas lui donner un traitement avec une pompe ? Complètement. Actuellement, on considère que les deux traitements les plus efficaces, que ce soit la prostacycline par voie intraveineuse ou sous-cutanée, ils ont une efficacité similaire quand ils sont associés avec 2 médicaments par voie orale. Donc on parle de trithérapie parentérale. Quelle que soit la stratégie qu'on va utiliser, soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée, l'effet est le même et c'est avec cette stratégie-là qu'on va avoir les meilleurs résultats, c'est-à-dire la plus grande amélioration, notamment au niveau hémodynamique, c'est-à-dire au cathétérisme cardiaque droit. C'est les patients qui s'améliorent le plus. Alors qu'ils étaient les plus graves au départ, finalement, ce sont eux qui s'améliorent le plus et qui arrivent à arriver à ce qu'on espère avoir. L'objectif thérapeutique, c'est d'être à risque faible au cours du suivi. Et malgré leur sévérité initiale, la plupart de ces patients, ils arrivent dans cette catégorie-là. Et donc, c'est exactement ce qu'on cherche à avoir, une vie normale. J'ai une dernière question. Ça peut être, je pense, peut-être l'un ou l'autre. C'est pour ça que je la posais maintenant. Mais j'avais en tête, dans le passé,
que le médicament vraiment le plus efficace qui était recommandé quand on était en classe fonctionnelle 4, c'était l'époprosténol, donc en intraveineux. Est-ce qu'aujourd'hui la recommandation est toujours la même ou alors on considère que c'est à égalité les deux voies parentérales? Il n'y a jamais eu d'études comparatives pour dire époprosténol par voie intraveineuse est mieux que le tréprosténil par voie sous-cutanée. Ça, il n'y a pas de comparaison pour dire l'un est mieux que l'autre. Il faut savoir en termes d'efficacité, c'est globalement pareil. Après, ce qui va jouer dans le choix du patient et du médecin, ça va être les effets secondaires ou la tolérance qui est attendue. En sachant que la voie intraveineuse va nécessiter la mise en place d'un cathéter tunnélisé, donc ça nécessite d'avoir un cathéter à demeure. La voie sous-cutanée va nécessiter de se ponctionner de manière itérative, avec possiblement des douleurs locales et de l'inflammation au niveau du point de ponction. Donc ça, c'est toujours une balance. Quand nous, on prend la décision de proposer une trithérapie à un patient, on va lui exposer les deux possibilités. On ne prend pas la décision tout seul, on en parle au patient et finalement c'est lui qui aura le dernier mot parce que c'est sa vie. Mais nous on lui dit la meilleure option thérapeutique pour nous c'est de mettre une trithérapie, on vous propose la voie subcutanée ou la voie intraveineuse. Maintenant c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Il y a des patients qui nous disent jamais je voudrais du cathéter tunnélisé, ils essayent la voie sous-cutanée, au bout de quelques jours finalement ça fait trop mal, j'en veux pas, j'essaye la voie intraveineuse et vice versa. Il y a des patients qui préfèrent ne pas avoir de cathéter à demeure. Donc ça on ne peut pas choisir pour eux, hein, c'est vraiment au cas par cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, j'ai vu un petit doigt qui se levait. Je voudrais savoir, dans le micro, s'il vous plaît. Le cathéter à demeure entre les deux au niveau des infections, il y en a. Alors, lequel est risqué, lequel... On peut pas, c'est effectivement le fait d'avoir un cathéter à demeure peut entraîner des infections. C'est des cathéters qui sont tunnélisés, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du cathéter qui passe sous la peau avant de rentrer dans la veine. Ce mécanisme-là, ça permet d'essayer d'éviter au maximum d'avoir des infections qui vont se propager à l'organisme. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Donc oui, c'est un risque possible. Il y a des patients qui vont faire plus d'infections que d'autres. C'est pas du tout lié à l'hygiène du patient en tant que tel. Hein. Il y a des gens qui sont plus sensibles aux infections que d'autres. Ça, malheureusement, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Quand est-ce que va survenir une infection? Chez qui va survenir une infection? Donc ça, effectivement, c'est un risque possible du cathéter intraveineux. Maintenant, la voie sous-cutanée n'est pas non plus dénuée d'effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de voie optimale entre les deux. Les deux marchent et malheureusement, on n'a pas encore quelque chose de... On n'a jamais eu un médicament par voie orale qui a la même efficacité que la voie intraveineuse ou la voie sous-cutanée, malheureusement. Merci. Merci beaucoup Athénaïs.